Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Baseball, ce dimanche 10 juin, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont soufflé le chaud et le froid à domicile. Ils ont perdu la première manche contre les Barracudas de Montpellier, mais ont remporté la seconde partie. Les détails dans ce magazine. Boxe, Gallus Coulon de la Team Farouja d'Elancourt s'est incliné avec les honneurs contre le numéro 3 européen Sandor Martin le samedi 2 juin en Espagne. Nous recevrons le Saint-Quentinois sur ce plateau dans quelques instants avec son entraîneur Tanguy Farouja. Apnée, un record est tombé ce week-end à Saint-Cyr, l'école. Le franco-cubain Andy Cabrera Villa a réussi 395 longueurs en 3 heures dans l'eau. Une performance qu'il a réalisée dans une piscine remplie de détritus pour sensibiliser les personnes à la pollution des océans. Reportage à suivre. On ouvre maintenant une large page résultats. Direction tout de suite les terrains de baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux recevaient les Barracudas de Montpellier ce dimanche dans leur stade Jean Maréchal. Un choc entre le leader et le troisième du championnat qui s'est soldé par une défaite et une victoire des Igny-Montins. Des images de Nicolas Dandry. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont connu des montagnes russes émotionnelles ce dimanche 10 juin contre les Barracudas de Montpellier, le leader de première division. Dans leur stade Jean Maréchal, les Igny-Montins se sont inclinés dans la première partie de la journée 6-2. Ils ont récité leur baseball, ils ont été fidèles à eux-mêmes, à savoir faire courir les joueurs sur base, profiter des moindres erreurs qu'on leur a données. De leur côté aussi, ils ont fait quelques erreurs, mais on n'a pas su les punir pour ça. Et c'est pour ça qu'à la fin, on risque de revenir, mais c'est trop tard. On doit pas se concentrer sur notre lanceur qui pète les plombs. On doit être plus fort que ça. Après une discussion franche sur le terrain, les Cougars se reprennent et valident la victoire sur le score de 14-4 l'après-midi. Mais cette première défaite de la journée laisse des regrets. Comme je le dis souvent à mes joueurs et comme je l'ai encore dit aujourd'hui, notre premier adversaire, c'est nous-mêmes. Et si on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on a à faire, on ne peut pas gagner des matchs. Et c'est ce genre de matchs, ils sont intenses parce qu'on joue contre le premier, on a une place de premier à aller chercher. C'est vrai que c'est vraiment important. Les payoffs, ils sont à notre portée. Mais là, on cherche vraiment le titre. Donc si on n'arrive pas à gérer ce type de match, ça va être compliqué. Mais je suis sûr qu'on va pouvoir remonter. Au classement, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux reprennent la deuxième place et pointent à 2 victoires de Montpellier qui reste leader. L'équipe igny-montaine est toujours qualifiée pour les play-offs de fin de saison. Dans les autres résultats du week-end, dans les Yvelines, on jouait sur les terrains de handball dans son match de barrage pour l'accession à la Nationale 2. Plaisir s'est finalement incliné sur terrain neutre contre Molsheim après avoir mené la partie pendant plus de 40 minutes. Score final 27-26. Les Yvelinois resteront donc en Nationale 3 l'année prochaine après avoir terminé deuxième. L'objectif initial de la saison pour le promu est donc atteint. On a déjà hâte de les retrouver en septembre. En rugby, un très gros match s'est également joué ce week-end après un superbe parcours. Versailles s'est incliné ce dimanche en quart de finale du championnat de France contre Chalon-sur-Saône sur terrain neutre. Les joueurs de la Cité Royale ont été battus 11-0 avec un manque d'efficacité au pied qui leur coûte le match. Les Versaillais pourraient tout de même monter cette année si les descentes administratives sont enregistrées pour cette fin de saison. Un mot de boxe à présent. Gallus Coulon de la Team Farouja d'Elancourt s'est incliné avec les honneurs contre Sandor Martin le samedi 2 juin en Espagne. Le numéro 2 européen, 30 victoires, dont 11 par KO et 2 défaites, a été mis en grande difficulté par le Saint-Quentinois. Pour nous parler de ce combat, nous recevons sur ce plateau le grand acteur de cette partie, Gallus Coulon, ainsi que son coach, Tanguy Farouja. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment vous vous sentez, Gallus, depuis ce combat ? Bien, très sincèrement, le combat, il n'a pas été à sens unique comme de nombreuses personnes auraient pu le penser, dans le sens où j'ai eu pas mal d'échos parce que les gens ont toujours des avis. Faut pas y aller, t'es fou. Tu feras 2 rounds, peut-être 3 ou 4. Ça finira pas au bout. Donc là, sur ce combat-là, c'était sur un 8 rounds qu'on avait signé au niveau du contrat. C'était un 8 rounds qui était prévu. Et je suis parti, j'ai fait le travail qu'il y avait à faire. On savait en y allant que c'était pas chercher le KO parce qu'il faut boxer, sinon on est crispé et le combat n'avance pas. Donc on a boxé intelligemment, tactiquement. Donc j'ai fait le combat qu'il fallait. Maintenant on était chez lui, donc il y a des petits avantages qu'on n'a pas forcément pu avoir parce qu'il était chez lui, donc entre guillemets un petit peu favorisé au niveau de l'arbitrage, notamment par exemple au 3e round où je prends un avertissement pour d'après l'arbitre. Ça vous a déstabilisé ? Déstabilisé non, parce que bon, le coach il est là aussi, Tanguy, pour pas que je m'enflamme et que je m'énerve, hein. Donc non, j'ai
j'ai continué le combat. Il m'a dit ce round-là, bon, techniquement, quand on prend un avertissement sur un round, le round il est perdu. Donc le travail du coach aussi était là de calmer, et pour pas que je me disperse et que je reste concentré. Mais c'est un très beau combat. Il a eu très peur parce que très sincèrement, je pense qu'il s'attendait pas à un adversaire de ma trempe entre guillemets, dans le sens où après le combat, il a reconnu que c'est un combat très dur. C'est un combat très dur pour lui. Maintenant, il était chez lui. Ailleurs, ça aurait été sûrement une autre issue, mais on était chez lui et c'était soit le KO, on savait en y allant que c'était soit le KO ou ça serait un peu compliqué si c'était serré au niveau du combat en lui-même. Tanguy Farrugia, est-ce qu'il peut avoir des regrets, Galus, sur cette rencontre ? Franchement, non, aucune. On était numéro 7 français, on arrivait pour rencontrer le futur challenger européen. Galus on a voulu prendre sa place. Il a fait ce qu'il a pu. Il manque un peu d'expérience, mais après l'arbitrage est toujours à domicile. C'est toujours assez dur, on connaît. Voilà. Donc on dit qu'on arrivait au corps à corps. Vous auriez préféré que Galus le rencontre en France ? Franchement, aujourd'hui, si c'est à refaire et si on a les moyens de le faire, j'aimerais bien le faire en France, ce combat-là. Ce match est-il vu comme une victoire, Galus ? Quelque part oui, parce que j'ai pu moi me classer au niveau européen et voir que finalement vraiment j'ai le niveau. Après il y a toujours du travail à faire derrière pour passer certains caps, etc., pour du travail technique, etc. Mais vraiment j'ai vu que c'était pas un fossé qu'il y avait entre les hommes de tête du championnat d'Europe tout simplement et moi quoi. Donc oui, c'est une victoire quelque part. Maintenant, étant un compétiteur compétiteur que je suis, le résultat attendu n'est pas là. Donc là, c'est quand même, il y a quand même une déception. Tanguy, vous pensez que Galus a encore un bel avenir devant lui ? Vous pensez que ce combat peut lui servir pour les prochaines rencontres ? Alors servir dans le sens, je pense qu'il a commencé à prendre conscience de ses capacités. Oui, maintenant nous desservir parce que maintenant la France a peur de Galus et on aura du mal à organiser ses combats, oui, c'est sûr. Physiquement, vous pensez que vous avez encore un palier à franchir ou vous étiez bien physiquement ? Physiquement, j'étais très bien. Le régime a été très bien géré. Maintenant, je connais depuis le temps que je suis dans le circuit, maintenant 5 ans en professionnel, je connais très bien mon corps. Donc au niveau du régime, ça s'est très bien passé. J'étais frais sur le ring. Il n'y avait pas de carence particulière ou de pépins physiques particuliers. Non, Et vous arrivez à tenir contre un top européen ? C'est ça, c'était le numéro 2. Donc ça peut être un de vos objectifs ? Très bien, c'est tout à fait ça. C'est un objectif maintenant derrière. Pour organiser, c'est pareil, l'argent, il faut de l'argent, il faut des sponsors. Donc voilà, c'est un tout après qui permet de faire une organisation à domicile par exemple. Galus Coulon a actuellement 9 victoires, 10 défaites et un nul à 27 ans. Tanguy, c'est quoi la suite pour Galus ? Galus, les défaites... Il peut viser un titre européen, comme on le disait il y a quelques instants. Alors, les défaites, elles ont toujours été chez les adversaires. Il y a Dehaze, qui est champion de France actuel à des Walter, que Galus est en super léger. Il y a Bassolé, qui a fait les Jeux Olympiques, et pareil, c'était chez lui. On a, comment on appelle ça, la majorité de ces défaites sont des défaites pas reconnues. Donc si on a les moyens, on nous donne les moyens d'organiser ici le titre national et le niveau européen, oui, je pense que Galus, on ne nous attendait pas à ce niveau-là. On nous a donné l'opportunité. Je sais que Galus, il est capable. Ouais, champion d'Europe, oui. Si demain on nous propose le championnat d'Europe, je le prends. Galus, vous voulez combattre rapidement ? Tanguy à cette victoire ? Oui, bien sûr, oui. Tanguy, il est pour parler avec un éventuel combat à venir. Donc, oui, il faut remonter tout de suite sur le ring pour effacer, si je pourrais dire, cette défaite. Et oui, je suis. Dès septembre, après l'été ? Septembre, peut-être même pas, peut-être avant. Ça dépend des opportunités qui se présentent à nous. Et pareil, c'est sans pour parler, donc peut-être avant septembre.
Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. On continuera à suivre avec attention vos résultats à Gallus-Collon et on vous souhaite de renouer avec la victoire le plus rapidement possible. Merci beaucoup. On va maintenant parler football. J-4 avant le début de la Coupe du Monde en Russie. Mercredi dernier, l'équipe de France s'est entraînée une dernière fois en public au Centre technique national de Clairefontaine dans le sud des Yvelines. Plus de 1000 supporters tricolores s'étaient déplacés pour encourager une dernière fois les Bleus avant leur départ. Les footballeurs français en ont profité pour signer quelques autographes et prendre quelques selfies. Nous étions sur place pour recueillir les réactions. Il y a du monde, ça fait plaisir, ils nous soutiennent. Vous vous sentez soutenu? Ça se voit là. On est soutenu, ouais. Non, on est soutenu les enfants ou pas? Voilà. C'est toujours un plaisir de rencontrer les supporters. On passe un bon moment avec eux et ça nous permet de voir tout le monde qui est derrière nous. Merci. La France jouera son premier match de la Coupe du Monde ce dimanche à midi contre l'Australie. JO 2024 à présent, un déplacement des épreuves à l'hippodrome de Longchamp était évoqué depuis quelques semaines. Finalement, ce sera bien le château de Versailles qui accueillera la compétition d'équitation pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Le comité d'organisation vient de confirmer son choix. L'objectif annoncé, mettre en avant les sites historiques et emblématiques de Paris et sa banlieue. Versailles sera également le théâtre des épreuves de cyclisme sur route et de pentathlon moderne pour les JO de 2024. Je vous conseille à présent de retenir votre souffle. Un record d'apnée est tombé ce week-end à Saint-Cyr-l'École. Le franco-cubain Andy Cabrera Avila a réussi 395 longueurs en 3 heures dans l'eau. Une performance qu'il a réalisée dans une piscine remplie de détritus pour sensibiliser les personnes à la pollution des océans. Des images signées à Nicolas Dandry. Des ballons, des bouteilles, des sacs en plastique, c'est dans cette décharge fictive que le franco-cubain Andy Cabrera Avila voulait tenter son nouveau record d'apnée ce dimanche 10 juin. Objectif, dénoncer la pollution des océans en se glissant dans la peau d'un mammifère marin. Il y a plus de 300 millions de tonnes de déchets de plastique dans les océans. Donc c'est environ 200 déchets par minute. Ça veut dire plus de 100 déchets par seconde. C'est incroyable. Tout le monde est menacé. Il lutte contre la pollution des océans et ça c'est génial. Pourquoi c'est important de lutter contre la pollution des océans? Parce que sinon on ne pourra plus manger de poissons et on ne pourra plus aller à la mer. Si on continue, ça va trop polluer la terre et après on va mourir parce que la terre meurt. L'objectif est également sportif. L'apnéiste de 46 ans doit réaliser au minimum 365 longueurs en 3 heures en reprenant sa respiration tous les 25 mètres. Pas facile quand les déchets flottent à la surface. Ça va être très compliqué parce que ça va ralentir la nage. Je peut-être vais me mêler parmi les sacs en plastique. Bon, ça symbolise les méduses dans lesquelles les tortues ils mangent les plastiques. Ils pensent que ces méduses ils meurent. Donc oui, ça va ralentir la nage, mais c'est pas grave. C'est moi qui a décidé que c'est comme ça. Je veux jouer le jeu et j'assume. Andy Cabrera Avila a finalement parcouru en 3 heures 395 longueurs, l'équivalent de 9,875 km. Un record pour la bonne cause qu'il pourrait de nouveau améliorer dans les prochains mois. Petite rectification, le match de l'équipe de France sera bien ce samedi à midi contre l'Australie. Après avoir plongé en apnée, je vous propose de prendre de la vitesse dans cette émission. Âgé de 38 ans, le Guyancourtois Stéphane Panepinto a terminé 5e du VDV Endurance sur le circuit provençal du Paul Ricard. Pour sa première expérience au volant d'une Proto LMP3, nous avons la chance de recevoir le pilote Stéphane Panepinto sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors, comment ça s'est passé sur ce circuit? Ça a été compliqué au début parce qu'on a eu des petits problèmes mécaniques. Donc ça m'a empêché de profiter pleinement des essais libres et donc de m'adapter à la voiture puisque c'était ma première course dans cette catégorie. Il y a pas mal de choses à assimiler pour pouvoir penser être performant. Et donc j'ai bénéficié de 20 petites minutes. Vous avez été mis dans le dur tout de suite, si je comprends bien. C'était très compliqué, la pression tout de suite d'entrée. Et du coup, je suis parti pour mon relais sans vraiment avoir les connaissances de la voiture. Est-ce que cette 5e place est un bon résultat, selon vous? C'est un très bon résultat, c'est ce qu'on s'était dit avec mes coéquipiers. On espérait faire cette position au mieux. On n'envisageait pas plus parce qu'on connaît notre niveau et ceux de nos adversaires. Et donc on a réussi notre challenge. Vous auriez pu aller peut-être un tout petit peu plus haut? Dans le classement? Sur le podium? Ça aurait été compliqué parce que, encore une fois, on manquait d'expérience dans cette catégorie. On était face à des adversaires qui avaient plusieurs saisons dans les pattes, plus rodés et une bonne maîtrise de la voiture. Donc on sait que dans ce sport, et comme dans beaucoup de sports d'ailleurs, la pratique fait qu'on assimile les compétences. Et comment vous êtes-vous senti sur cette première course, justement? Stressé, je ne sais pas, vu que c'était votre première en LMP3? Au début, toujours stressé avant de monter dans la voiture. Une fois qu'on est dedans, on a le casque, on est concentré, on ne pense plus à autre chose.
juste à s'appliquer et à faire une bonne performance. Comment on se sent quand on va à 257 km/h? C'était votre vitesse maximale sur le circuit? C'était la vitesse maximale que j'ai pris, effectivement. Vous allez même plus vite, des fois, c'était sur ce circuit-là. Oui, sur ce circuit, sinon ça atteint les 300 km/h sur des circuits un peu avec de plus grandes lignes droites. Donc là, on se sent... déjà, on est concentré, donc on n'a pas forcément le temps de penser à beaucoup de choses, parce qu'on arrive très rapidement au point de freinage, et on freine à peu près à 90 mètres à ce moment-là pour négocier un virage à 60 km/h. Donc on a à peu près 200 km/h de décélération en 90 mètres. Alors vous faites du karting depuis vos 15 ans. Est-ce qu'il y a une énorme différence, un fossé entre le karting et la LMP3? Effectivement, déjà la vitesse change beaucoup de choses. Le poids également, et la technique de pilotage est vraiment différente. Donc pour faire rapide, sur un kart, on a 2 roues qui sont sur le même arbre à l'arrière, qui sont fixées sur le même arbre, et en voiture on a des différentiels. Donc déjà ça demande une technique différente, et on a un transfert de masse qui se fait en voiture grâce aux amortisseurs qu'on n'a pas en kart. Donc ces 2 éléments déjà changent la donne. Alors physiquement, est-ce qu'il faut plus d'entraînement? Oui. Forcément, ça va plus vite. Ça demande plus d'entraînement physique. Beaucoup d'entraînement physique. D'ailleurs, je le dis honnêtement, j'étais pas vraiment prêt sur cette course. Je m'attendais pas à cette difficulté. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez préparé d'expérience sur cette course? Surtout pas assez préparé physiquement. J'ai pas fait assez de sport. Bon, j'ai un travail à côté qui me prend aussi beaucoup de temps, donc c'était compliqué. Mais du coup, j'en profite pour ceux qui espèrent le faire un jour, de bien se préparer avant une course, quoi. Et physiquement, du coup, vous êtes préparé comment? Physiquement, j'avais fait un peu de footing, un peu de pompe, des abdos chez moi, mais voilà, c'était vraiment pas suffisant pour pouvoir être performant comme j'aurais dû l'être. Comment on sort d'une compétition comme celle-là? On en sort grandi. Vous étiez prêt à faire un marathon derrière, ou J'étais un peu fatigué. J'étais un peu fatigué, effectivement, mais la douleur est rapidement passée. Donc c'est vrai que grâce aux cartes, j'ai quand même assimilé pas mal de choses, donc une bonne formation aussi physique pour ce sport. Donc je me suis vite remis. Quels sont les secteurs qu'il faudra encore améliorer sur les prochaines courses, qui vont arriver vite? Oui, moi c'est mon physique tout de suite. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Après, ça va être de pouvoir rouler aussi pour pouvoir mieux me préparer techniquement dans la voiture. Et puis déjà, ça sera déjà un bon pas. Vous étiez sur un circuit mythique qui accueillera le Grand Prix de F1 dans quelques semaines. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ouais. Justement, est-ce que c'était un rêve pour vous d'être sur ce circuit Paul Ricard? Alors j'ai déjà eu la chance de rouler sur ce circuit, sur les World Series en Maserati, où j'avais fini 3e. Donc, mais c'est toujours un plaisir de rouler sur ce type de circuit. C'est vraiment... on atteint des hautes vitesses, on a des passages en courbe qui sont extrêmement rapides, des gros freinages, donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Le fait d'avoir côtoyé ce circuit plusieurs fois, d'avoir évolué sur ce circuit-là plusieurs fois, est-ce que ça vous a aidé dans cette course? Oui, j'avais déjà les notions de trajectoire, même si d'une GT à un proto, c'est totalement différent déjà dans la position qu'on a dans la voiture, donc ça change le champ de vision. Et donc, il faut se réadapter, mais bon, je savais déjà où je devais tourner. Quel est votre objectif maintenant? Vous avez terminé 5e, l'objectif c'est de faire mieux, je suppose. C'est toujours de faire mieux, bien sûr, mais l'objectif c'est déjà de pouvoir participer à d'autres courses. La prochaine, ce sera au mois d'octobre sur le circuit Bugatti au Mans. Et ce sera déjà un premier pied sur mon objectif principal, qui est de participer aux 24 heures du Mans en LMP2, qui est une catégorie supérieure. C'est réalisable de participer aux 24 heures du Mans? C'est réalisable, ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut rechercher des partenaires. Donc ça, c'est un autre métier, c'est un deuxième métier. Et si tout est mis à bout, c'est faisable. D'autres pilotes le font, donc ça doit être faisable. Et c'est un circuit que vous connaissez bien aussi, celui des 24 heures du Mans? J'ai jamais roulé sur celui des 24 heures du Mans, mais sur le Bugatti, j'ai déjà roulé effectivement. Mais du coup, là, sur les 24 heures du Mans, ils élargissent sur le circuit routier. Donc celui-ci, je ne le connais pas encore. Alors vous avez 38 ans, est-ce qu'il ne faut pas tarder à avoir des résultats? Moi, ça reste un loisir, une passion. Je n'ai pas d'objectif de carrière, elle est loin derrière. Donc j'ai encore largement le temps de pouvoir réaliser cet objectif. Maintenant, j'ai envie de le faire rapidement.
j'aimerais bien fêter mes 40 ans dans la voiture. Et vous comptez rouler jusqu'à quel âge? Tant que je pourrai. Votre objectif principal, ça serait les 24 heures du Mans? 24 heures du Mans, une première fois. Peut-être une deuxième et une troisième. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci, on vous le souhaite en tout cas de participer aux 24 heures du Mans. Merci beaucoup et bon courage pour le financement aussi de vos prochaines épreuves. Merci beaucoup. Cyclisme, à présent, la 15e édition de la Monticyclo s'est déroulée ce samedi 9 juin au départ du centre sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Au programme, 3 parcours 100, 150 et 200 km à travers les Yvelines en passant par des lieux historiques et des villes comme Dampierre ou encore Montfort-l'Amaury. Un rendez-vous qui a attiré plusieurs centaines de participants. On écoute les réactions à l'arrivée au micro de notre journaliste Nicolas Dandry. On a bien roulé, on a fait une bonne moyenne. Parti vite, le retour un peu moins avec le vent de face, mais... Voilà. Le retour, il y avait le vent, donc ça a été un peu moins vite, mais sinon, au départ, c'était pas mal. Des bonnes jambes, pas forcément, mais enfin, un minimum de jambes et puis d'expérience. On se lance pas la première fois comme ça, c'est sûr. Le parcours était très roulant, pas trop dénivelé, donc voilà. En groupe avec les copains, ça se fait bien les 100 km. On range maintenant les vélos pour parler de golf. Après le numéro 1 mondial, Justin Thomas, c'est une autre star qui foulera les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. L'Espagnol Sergio Garcia, vainqueur du Masters en 2017 et de 32 titres sur le circuit mondial, a officialisé sa venue sur le plus grand tournoi français à quelques mois de la Ryder Cup. Ce sera une grande première pour ce membre du top 15 mondial. On regarde la réaction qu'il a publiée sur les réseaux sociaux. Je suis très excité d'annoncer ma venue au HNA Open de France à la fin du mois. J'ai une chance de jouer au golf national, un parcours incroyable qui va accueillir la Ryder Cup plus tard dans l'année. Enfin, je ne peux pas attendre de voir les fabuleux supporters français cette semaine-là et pour la Ryder Cup. Ensemble, on va essayer de ramener le trophée. J'ai hâte de vous voir là-bas. Prenez soin de vous. Et ce n'est pas la première fois que Sergio Garcia joue un tournoi en France et dans les Yvelines. L'Espagnol a participé à 5 reprises au Trophée Lancôme entre 1995 et 2002, un rendez-vous hébergé par le golf de Saint-Lô-la-Bretèche. Sergio Garcia reviendra peut-être dans les Yvelines pour participer à la Ryder Cup. Le rendez-vous sera organisé du 28 au 30 septembre à Saint-Quentin en Yvelines. Pour vous immerger dès à présent dans la compétition, TB78 vous propose de découvrir chaque lundi des anecdotes sportives sur le tournoi. Aujourd'hui, le président de la Fédération française de golf, Jean-Loup Charon, nous livre l'un de ses souvenirs. Regardez. Je me souviens de la Ryder Cup 2010 à Celtic Manor, ma première Ryder Cup. Il pleut, un temps absolument comme on a dans les îles britanniques. Je prends le premier jour de compétition, je prends le bus à 6 h du matin, avec 1 heure de route pour arriver à 7 h sur place, toujours une pluie battante. Le but, pour moi, est de voir le coup d'envoi, le premier drive de cette édition de la Ryder Cup. Et j'arrive au tee numéro 1, les tribunes pleines à craquer, donc debout autour du tee, et je dois être en 5-6e rang position. Et puis il pleut, on attend, bien couvert avec nos tenues de pluie. Arrivent les équipes qui vont partir. Les parapluies sont bien évidemment ouverts pour se protéger. Ça blague ça chambre un peu, comme on dit. Et puis, au moment où le joueur se met à l'adresse, tous les parapluies se ferment pour permettre à tout le monde de voir ce drive de lancement de la Ryder Cup. Et vous voyez, rien que d'en parler, je vois encore la scène, ça me donne toujours des frissons. C'est mon premier souvenir de Ryder Cup, c'est récent, mais j'ai adoré ce respect qui existe envers tout le monde. Chacun regarde ce drive et aussitôt les parapluies sont rouverts. On referme ce magazine par 3 rendez-vous qu'il ne faudra absolument pas manquer ce week-end dans les Yvelines. À Elancourt, 350 coureurs s'élanceront du stade André Boniface pour participer à la 7e édition des 10 km de la ville. Sur le plan sportif, cette épreuve comptera pour le championnat départemental des Yvelines et sera ouverte à tous à partir de 16 ans. Le départ sera donné à 20 h précises.
Toujours à Élancourt, la Revancharde fêtera ce dimanche 17 juin ses 20 ans. La course de VTT proposera une nouvelle fois à plus de 200 participants âgés de 13 à 77 ans de gravir la colline d'Élancourt, le point culminant de l'Île-de-France qui accueillera les JO 2024. Le public pourra assister à la manifestation. Les bénéfices seront reversés comme chaque année aux orphelins des sapeurs-pompiers. Et puis il y aura du golf ce samedi 16 juin à Saint-Quentin-en-Yvelines avec la Golf Experience. Le rendez-vous proposera à 100 jours de la Ryder Cup du Practice sur l'eau un tapis surdimensionné pour faire des putts et des ateliers d'approche golfique à Montigny-le-Bretonneux. Les participants pourront également tester le disque golf, un dérivé de l'Ultimate Frisbee. Le rendez-vous sera organisé gratuitement devant la médiathèque du Canal. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.